Salut à tous! Le Citroën Cactus aurait-il inspiré la nouvelle identité stylistique de BMW, mais également celle de Hyundai, et également celle de la nouvelle Mondeo? Bref, est-ce que le Citroën Cactus a lancé une mode dans le design à sa sortie en 2014 et dont on ne ressentirait les effets que maintenant? Ouais, on va parler design dans cette vidéo. Mais avant toute chose, je voudrais vous parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Il y a quelques semaines de ça, je vous ai demandé de mettre votre plaque d'immatriculation dans les commentaires. J'en choisirai une afin d'en tirer un rapport pour pouvoir en parler avec vous. J'ai choisi un des rapports, on va en parler tout de suite. Alors personnellement, j'ai choisi le rapport de XavV. Ou tu t'appelles sûrement Xavier, j'imagine. Tu as une Seat Leon de 2013 avec le moteur 1,8 litre, c'est une essence en boîte automatique et elle est censée être marron. Tu m'indiques que tu as déjà fait un rapport Car Vertical et que tu as du mal à le comprendre, qu'apparemment il y a eu pas mal de dégâts sur la voiture et effectivement c'est ce que nous avons ici sur le rapport. Il y aurait eu en janvier de cette année en Allemagne entre 20 et 40 000 euros de réparation, donc c'est un assez gros crash. Ce qui est intéressant, c'est que cette voiture était en vente en mars 2020, donc avant l'accident, pour 11 500 euros en Allemagne. Ce qui est super, c'est qu'on a même des photos de cette annonce. Donc on voit exactement à quoi ressemblait la voiture avant son fameux gros crash qui a coûté entre 20 et 40 000 euros. Alors là, ce qui est peut-être surprenant pour toi, c'est que j'imagine que ta voiture ne ressemble pas à ça. Parce que un crash qui coûte 20 000 balles, je pense que c'est un gros crash. Donc peut-être qu'elle a plus ces jantes-là, peut-être que les logos sont plus noirs, peut-être qu'elle a même plus cette couleur. Ce qui est également assez étrange. Moi, ça m'a surpris de voir ça. C'est que sur ces photos, la voiture est rouge, alors que sur la carte grise, la voiture est censée être marron. Alors, c'est peut-être une erreur de la carte grise allemande, ou alors c'est peut-être que cette voiture a été déjà repeinte à un moment. Et peut-être qu'il y a eu d'ailleurs un accident précédent. Donc, à mon sens, ça ressemble à une voiture qui a déjà pas mal vécu. Si ça te tente, envoie-moi des photos de la voiture telle qu'elle est maintenant, parce que ça m'intéresse de voir à quoi elle ressemble maintenant. Et essaie voir également de regarder sur ta carte grise quelle est la couleur originelle de la voiture. Ça pourrait être également intéressant, puisque théoriquement, normalement, elle est censée être brune. Dis-moi également quel est le kilométrage de ta voiture, parce que normalement, elle doit avoir un peu plus de 120 000 km. En février, quand toi tu l'as achetée, elle avait 118 000. Oui, parce que par rapport à la plaque d'immatriculation que Xavier m'a donnée, je sais qu'il a importé cette voiture très récemment. Sa plaque commence par G, donc la voiture est venue d'Allemagne très récemment. Elle a clairement été achetée après le crash. J'espère d'ailleurs que tu étais au courant du crash. N'hésite pas à nous donner plus d'informations dans les commentaires en dessous de cette vidéo. J'ai toujours considéré le Citroën Cactus comme étant vraiment intéressant au niveau design. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous le trouvent horrible avec ses gros airbumps, et je peux tout à fait le comprendre. D'ailleurs, on va pas parler des airbumps justement, c'est pas du tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va plutôt parler de la gestion des optiques, qui est particulièrement intéressante. Historiquement, les designers ont toujours voulu faire disparaître les phares des voitures. À une époque, les constructeurs rivalisaient d'ingénierie pour créer des pop-ups les plus improbables les uns que les autres. On a les classiques et plus répandus, comme on peut avoir sur une Mazda RX-7 par exemple. On a des versions inversées avec la partie optique qui reste fixe, comme sur une Jaguar EZ201. On a Opel qui avait fait des pop-up rotatifs, pourquoi pas. Ou encore la Porsche 928 avec ses petits yeux de grenouille qui sortent du capot. Ou encore toutes ces muscle cars américaines comme la Charger qui avait une grille qui venait cacher les phares. Bref, il y avait pas mal d'idées assez ingénieuses, puis la technique a évolué et on a fini par réussir à mieux intégrer les phares dans les designs des véhicules. Et finalement, c'était beaucoup moins problématique d'avoir des phares visibles. Puis dans les années 2000, les phares sont devenus une façon de distinguer l'identité des véhicules. C'est notamment BMW qui a lancé cette mode avec les fameux Angel Eyes. Et plus tard, Audi qui a révolutionné les phares avec les bandes LED de la Audi R8. La nouvelle révolution à venir, ce sont des phares plus fins et plus hauts. Ça se ressent vraiment dans les sketchs et les concepts des grands constructeurs.
Ce genre d'envie des designers est extrêmement compliqué à mettre en place, c'est un véritable défi technologique de rendre les optiques de plus en plus fins, et en plus ça coûte vraiment un fric fou en termes de développement. Alors forcément sur les concept cars on fait un petit peu ce qu'on veut, étant donné que ce sont des concept cars comme leur nom l'indique, et qu'il n'est pas obligatoire de les rendre homologués sur route. Donc si la puissance des phares ou si le réglage des phares n'est pas bon, c'est pas grave. Donc sur un concept car on peut se permettre de mettre une simple petite bande de LED et dire ok, ce sont les phares. Donc on se retrouve avec des optiques aussi fins que possible. Et croyez-moi, les designers s'en donnent à cœur joie, puisqu'effectivement, il n'y a absolument rien à respecter. En effet, de plus en plus, la finesse du bloc optique montre le niveau de raffinement du véhicule. Et forcément, à force de dessiner les phares très fins et de les allonger, on finit par faire une seule ligne de phare sur la face avant. Aujourd'hui, cette ligne de phare, c'est ce qui est censé représenter la modernité des véhicules. Il n'y a rien de plus fin qu'une ligne. Évidemment, le souci, c'est qu'on n'est pas encore capable d'incorporer des vrais phares fonctionnels dans une ligne de lumière. Donc pour l'instant, les constructeurs se perdent un peu en faisant des lignes de lumière qui traversent la calandre, mais on a toujours les blocs optiques de chaque côté. Je parle par exemple de la Golf 8 qui, sur certaines versions, a cette fameuse ligne de lumière, mais qui ne correspond à rien puisqu'on a toujours ces gros blocs optiques à l'ancienne de chaque côté. Ou encore le Mercedes EQC qui tente de cacher ça dans un ensemble de calandres noirs brillants, mais les blocs optiques sont bel et bien présents. Lorsqu'on regarde les sketchs ou les concepts, le but de Mercedes c'était vraiment la ligne de phare. Donc l'idée des constructeurs pour l'instant c'est d'affiner de plus en plus les blocs optiques de génération en génération, mais ça leur coûte un fric fou. On parle de millions engloutis dans le développement de ces phares et ça se répercute forcément sur le prix final de la voiture. L'exemple frappant c'est la nouvelle 308. Vous voulez les phares les plus fins possibles? Alors vous devez prendre la version la plus chère, parce qu'aujourd'hui la 308 propose des phares parmi les plus fins du marché et forcément ça se paye. Pourtant, les phares de base sont déjà des blocs optiques full LED, donc le seul vrai avantage, ça va être la finesse du bloc. Il y a une marque qui a vraiment réussi à rendre ses optiques très fins, mais bon, comme ils vendent leur voiture plusieurs millions d'euros, on pouvait s'attendre à avoir les meilleures optiques du marché. Je veux bien entendu parler de Bugatti avec la Cento Dieci, qui propose un bloc optique qui est vraiment fou. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont les phares les plus fins de toute la production automobile mondiale. Mais un autre souci se pose pour les voitures un peu plus de tous les jours et pas forcément des voitures qui sont vendues qu'à seulement une dizaine d'exemplaires, ça va être l'homologation de ces fameux phares. En effet, chaque pays a des règles un petit peu différentes et vous vous doutez bien que quand on a un grand constructeur mondial, le but c'est de ne pas modifier la voiture pour chaque pays. Le but est d'avoir une voiture qui soit homologuée partout ou presque. Et pourtant, il y a toujours de petites différences sur les optiques, notamment entre une voiture vendue en Europe et une voiture vendue aux USA. Par exemple, les Mustangs vendus aux US ont les clignotants rouges défilants, alors qu'en Europe, seule la partie extérieure clignote en orange. Du coup, on a des feux blancs en Europe alors qu'ils sont rouges aux US. Ce sont des petites différences que beaucoup de voitures ont, mais on s'en rend pas forcément compte au début. Parfois, vous voyez une voiture et quand vous êtes un peu connaisseur, il y a clairement un truc qui vous dérange, mais vous ne savez pas quoi exactement. Par exemple, prenons cette série 1 coupée. Il y a clairement un truc qui va pas, on le ressent, mais au début on ne sait pas exactement quoi. Si vous regardez mieux, ça va vous sauter aux yeux, il y a une partie orange dans les phares, une partie qu'on n'a pas en France. Ce sont les side markers, les petites lumières oranges qui s'allument sur les voitures US. Bon bref, revenons un petit peu à notre sujet, on est à plus de 8 minutes de vidéo, j'ai toujours pas parlé du Citroën Cactus, vous en faites pas. On y vient. Je vous ai parlé des règles d'homologation parce qu'il y en a certaines qui interdisent que les phares soient montés trop haut sur une voiture. Ce qui énerve passablement les designers puisqu'ils veulent des optiques fins, mais également des optiques hauts. C'est un problème qui s'était posé sur les feux arrière de certains 4x4 dans les années 90. Regardez ce Nissan Patrol par exemple. On pense assez logiquement que les feux sont ici, mais en réalité, sur certains marchés, notamment à cause de la roue de secours, ces feux ne sont pas fonctionnels et seuls les feux inférieurs sont utilisés. En Europe, par exemple, seul le feu de recul d'un côté et le feu anti-brouillard de l'autre sont effectivement dans la partie haute. Tout le reste a dû être mis dans la partie basse. Bon ok, ça y est, on est arrivé enfin au moment de la vidéo où je vous explique en quoi le Citroën Cactus a inspiré d'autres constructeurs. Puisque en réalité, Citroën en 2014 a apporté une solution super ingénieuse au problème de ces phares qui deviennent de plus en plus fins et de plus en plus hauts sur le véhicule. Et en fait, ils ont utilisé un petit peu la même méthode que Nissan avec le Patrol, ou que Nissan avec le Juke finalement, mais ça j'en reparle juste après.
Et ouais, puisque quand on regarde un Citroën Cactus, on se dit « Waouh, les phares sont vraiment super fins et ils sont vraiment super hauts. Ça aide énormément le design du véhicule. » Mais évidemment, c'est un énorme leurre. Sur une voiture sortie en 2014 et au prix où il était vendu, on ne va pas avoir des technologies plus avancées que ce qu'on a en 2021 sur une Bugatti. Il suffit de regarder un peu mieux pour comprendre qu'en réalité les blocs optiques sont en fait de vieux blocs halogènes vraiment très épais comme on en fait depuis des dizaines d'années. Mais en fait, ils sont assez habilement cachés plus bas dans un air bump. C'est une technique assez fourbe, mais diablement intelligente. Et depuis 7 ans, Citroën utilise cette technique à toutes les sauces, jusque dans la petite Citroën Ami, qui se retrouve clairement avec des faux optiques en partie haute. Ils ont particulièrement bien intégré l'idée sur le dernier CX5, je trouve. En fait, ça donne une vraie identité aux Citroën et ça leur donne un design qui est bien plus avancé que ce qu'on est censé être capable de faire actuellement. Et c'est vrai que Nissan a utilisé une technique similaire pour avoir les phares du Juke aussi hauts. En effet, les véritables phares du Juke sont ici. Et ce qu'on a sur le capot en partie haute, ben, c'est juste pour le fun en fait. Et en réalité, cette technique utilisée par Citroën est vraiment super ingénieuse en fait. Et ça, les autres constructeurs l'ont bien vu. Bon, ils ont mis quelques années pour essayer de trouver une technique pour copier l'idée, mais tout en respectant à chacun leur identité de marque, sans que on ait l'impression que ce soit une Citroën. Mais ça y est, certains constructeurs ont vraiment compris comment le faire, et notamment BMW qui nous a conditionné pas mal avec des concept cars, et qui va très bientôt mettre ce genre d'idée de série. Regardons une minute le BMW Vision e-Next. Ce sont des phares extrêmement fins et très hauts, mais cela dit, on a vraiment l'impression qu'il manque quelque chose ici en partie basse. Il y a un renfoncement qui semble pas totalement gratuit. Et puis finalement, sur le BMW iX de série, les phares redescendent un peu, ils prennent pas mal d'épaisseur et le renfoncement disparaît. Sauf que voilà, BMW va bientôt présenter un BMW X7. Il tourne en camouflé pour l'instant, mais on peut déjà détecter quelque chose d'assez intéressant. Regardez comme les phares principaux semblent bas, et comme on peut discerner des LED allumés ici en partie haute. Et ouais, BMW reprend clairement l'idée de Citroën afin de rendre les optiques les plus fins possibles. D'ailleurs, la nouvelle série 7 a également été spotée et elle reprend cette technique aussi. Bon, c'est pas les seuls, hein. Il y a également Hyundai avec le Kona qui utilise cette technique, et le rendu est vraiment bon honnêtement, mais également Ford qui semble s'y mettre avec la nouvelle Evo, et si on en croit ses Spice Shots, également la nouvelle Mondeo. D'ailleurs, je parlais du Juke tout à l'heure, mais sur le restylage, ils ont utilisé un petit peu une technique très proche de ce qui est utilisé sur le Citroën finalement. Et quelque part, il y a encore mieux. Regardez ce concept de Audi A6 e-tron. Eh bien, lorsque l'on écoute l'interview du designer, il assume complètement que, en réalité, à un moment, les phares seront cachés dans cette partie noire, exactement comme chez Citroën. Écoutez ce qu'il raconte. C'est quand même impressionnant de se dire que Citroën avait autant d'avance avec le Citroën Cactus. Toutes les marques sont en train de copier ce qu'ils ont fait en 2014. Bon ok, mais du coup c'est quoi la suite? N'est-il pas possible d'aller plus loin que Citroën encore en termes de design? Eh ben si, en fait c'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a tendance à vouloir une ligne de lumière qui traverse toute la voiture. Alors certains constructeurs ont créé cette ligne, mais personne n'a encore eu l'idée de cumuler cette fameuse ligne de lumière avec l'idée du double optique de chez Citroën. Parce que techniquement c'est faisable, on peut très clairement cacher des vraies optiques dans des parties noires en dessous et avoir une simple ligne de lumière en haut du capot. Et à mon avis, c'est la prochaine évolution design. Il y a forcément une marque qui est en train de travailler là-dessus en ce moment même et qui va nous sortir un véhicule avec exactement cette idée-là. Il n'y a plus qu'à attendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, bye bye.